Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est un témoignage hors du commun que nous recevons, celui d'une femme officier qui a rejoint la mission de maintien de la paix quelques mois en Syrie en 2012. On est au tout début du conflit. Kofi Annan, à la tête de l'ONU, arrive à arracher un exploit, un cessez-le-feu. 300 personnes, que l'on nomme les observateurs, vont se rendre sur le terrain. Ils ne portent pas d'armes, c'est une obligation, et vont parler à toutes les parties du conflit, côtoyer la population avide de révolution. Incroyable quand on se retourne sur ce qu'est la Syrie 10 ans plus tard, un pays ravagé par la guerre civile, dévoré par les exactions des terroristes, bombardé par toutes les plus grandes puissances du monde, 500 000 morts, la moitié de sa population obligée de fuir, soit 20 millions de personnes réfugiées. Et Nora Cham, bonjour, merci d'être allée à France 24 pour nous parler de ce livre « Quand s'avance l'ombre », où vous racontez une mission assez, j'allais dire, atypique, qui est une mission de maintien de la paix dans le cadre de l'ONU. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'a été cette mission de maintien de la paix? Techniquement, qu'est-ce que c'est? Alors techniquement, vous avez dit qu'elle est un peu particulière, on reviendra dessus, mais techniquement, en général, une mission de maintien de la paix est décidée par le Conseil de sécurité, qui décide que dans le cadre d'un conflit ou naissant ou en cours, on va envoyer une mission d'observateurs, en général armés au moins à minima pour se protéger, pour rassurer les parties et pour observer que les accords de cessez-le-feu et tout un tas d'indices qui sont définis par le Conseil de sécurité sont respectés. Alors dans cette mission-là, vous n'êtes pas armé, et quelle est votre mission ? Alors on n'est pas armé parce que l'ONU est capable de faire que ce qu'on lui permet de faire. Et en l'occurrence, lorsque le Conseil de sécurité a accepté, dans un tout petit créneau possible, de nous projeter, les Russes n'ont permis que très peu de choses et on était donc désarmés. On était donc observateurs. Et notre mission était bien d'observer que les points qui avaient été définis comme garants du cessez-le-feu étaient respectés par les deux parties. Ça veut dire que vous allez aller parler avec toutes les parties qui sont sur le théâtre du conflit. Avec toutes les parties, sachant qu'il y en a une qu'on ne connaissait pas. Et c'était un volet de la mission, qui était l'armée syrienne libre, qui étaient les rebelles, est-ce qu'ils étaient en train de se solidifier, est-ce qu'ils étaient coordonnés. Personne ne connaissait à l'époque ces acteurs-là et ça faisait aussi partie de la mission. Donc parler à tout le monde et puis découvrir ce que l'un des acteurs souhaitait. Alors j'ai déjà posé quand même une chose, c'est que sur le livre, il y a marqué qu'une femme officier de renseignement raconte. J'insistais parce que vous disiez pas armée, mais vous restez militaire et vous êtes officier de renseignement quand vous allez sur place, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes un espion ? Ah non, non. Alors déjà militaire, oui, parce que c'est sur un théâtre de guerre. Donc il est certain qu'un diplomate aurait certainement eu mieux sa place, mais il n'aurait peut-être pas vécu longtemps. Et puis c'est des choses un peu terre à terre auprès des gens. Bon. Donc militaire, absolument. Armée, bon, on n'a pas été... Normalement, on laisse au moins les gens être armés de façon à s'auto-défendre. Là, c'était pas le cas. Et vous dites, finalement, c'est pas si mal. Et finalement, c'est mieux. C'était pas si mal. C'est sans doute ce qui nous a sauvé la vie, qui a permis que tout le monde revienne en vie, parce que d'abord, on aurait fait une bêtise dans l'état de stress dans lequel on était. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait fait avec une arme pour inverser le cours des choses? Et puis, une arme, c'est toujours un peu compliqué de parler aux gens lorsque vous êtes armé. Et vu la sensibilité, la brutalité, finalement, c'était ce qui nous a sauvés, c'est de parler à tout le monde, justement. Alors, vous êtes renseignement? Alors renseignement, pas espionne. Un officier de renseignement, c'est quelqu'un dont le métier consiste à détecter et puis à analyser, à exploiter, on va dire, tous les signes qui ont trait à la sécurité d'un pays, de son pays, ou à ses intérêts. Donc là, évidemment, ce n'était pas la sécurité d'un pays, c'était la communauté internationale. Et les méthodes qui s'appliquent à un officier de renseignement en France ou ailleurs, dans l'OTAN, en fait, on va dire, étaient tout à fait transposables là-bas. Donc on avait effectivement un œil un peu d'officier de renseignement. Par contre, pourquoi pas espion? Parce que un officier de renseignement, c'est pas le bureau des légendes, hein. C'est un autre métier, très respectable et très impressionnant, mais pas le nôtre. Nous étions à la vue de tous. Un espion, il se renseigne en cachette sur une personne déterminée. Nous, personne n'ignorait notre mission, personne n'ignorait où l'on se trouvait, ce que l'on voyait, ce dont on rendait compte. Alors, votre livre est très très bien écrit. Je dois avouer qu'il se lit vraiment ligne par ligne. C'est un journal. Et on se rend compte de la difficulté que vous avez quand vous allez dans ce pays. Il y a d'abord Bachar el-Assad. Forcément, on se demande quel rôle il va jouer. C'était aussi votre question? Oui. C'était surtout la question des Syriens, en fait. Au moment où on arrive, donc en avril-mai 2012, beaucoup de Syriens se demandent, beaucoup de Syriens pensent, espèrent peut-être qu'il est mal conseillé.
Il a mal compris le problème, il est mal conseillé, c'est quelqu'un d'occidentalisé qui a toujours une bonne réputation d'empathie, de douceur de caractère. Et donc la population syrienne se dit mais cet homme-là, il est sûrement mal conseillé, c'est ses proches qui sont violents, ce sont les services qui sont violents. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de rebelles qui nous disent nous, c'est pas Bachar qu'on veut éliminer, on ne veut pas la situation irakienne ou libanaise. Ce qu'on veut éliminer, c'est les services de renseignement qui sont très effrayants. Et puis, alors, un Syrien m'a dit, moi, je ne l'ai pas identifié dans le livre, un Syrien m'a dit que la première fêlure, les questions qui se posent, c'est au moment du massacre de Oula, du village de Oula, où là, on a vu effectivement les Syriens pro-Bachar regarder la télévision, regarder le porte-parole Marc Dessy expliquer que ce n'était pas une exaction du gouvernement. Et on a vu les Syriens qui espéraient vraiment que c'était vrai. Vous, dans votre livre, vous racontez que vous êtes arabophone, vous parlez la langue, vous êtes plusieurs fois allé en Syrie, vous connaissez le pays, c'est pour ça que vous allez sur cette mission-là. Et ce qui vous intéresse, c'est vraiment de comprendre la population. Vous avez en charge aussi de faire des photos, en fait, de voir ce qui se passe, donc de croiser des exactions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et comment est-ce que vous avez compris la fin, en fait, du cessez-le-feu et ce conflit qui allait naître ? Alors, arabisante, pas arabophone. Donc j'avais étudié l'arabe classique 10 ans avant, et donc sur le terrain, vous faites tout bois, vous avez votre assimile en main, vous essayez avec les interprètes, etc. Et puis effectivement, oui, je connaissais le pays, donc j'en avais moins peur sans doute que certains observateurs, notamment des foules, qui étaient souvent très en colère, et on les comprenait. Ensuite... Vous allez voir des personnes qui ont été tuées, vous allez voir des personnes quand vous êtes observateur, vous êtes là pour prendre des photos, soulever les draps. Alors vous êtes là pour constater que la paix est maintenue quand c'est le cas, mais sinon vous êtes appelé sur tous les incidents. Donc le métier consistait effectivement à regarder tout ce qu'on pouvait nous amener ou ce qui arrivait dans les morgues, les massacres dans les villages, etc. Et idéalement, ça aurait été de déterminer qui avait fait quoi. Et donc, on n'a jamais été capable de le faire, puisque c'est une manipulation permanente dont on était conscient. Et donc, oui, on était très exposés à beaucoup d'horreurs. Mais je dirais que, pour ce qui me concerne, c'est pas forcément le cas de certains de mes camarades qui ont fait des transferts sur leurs enfants, sur les corps de leurs enfants, etc. Moi, c'est pas ça tout à fait. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était les vivants. Pour moi, les morts étaient morts. Et il y en avait tellement, de toute façon, on n'allait pas faire un deuil par personne, excusez-moi de le dire peut-être un peu abruptement, c'était les vivants. C'était d'abandonner les vivants à leur sort, et notamment tous les gens dont on savait parfaitement qu'ils allaient partir à la torture et à être ensuite exécutés. Il y a un moment particulier dans votre livre, c'est celui où vous voyez un prisonnier brûlé. Pourquoi ? Je vois un soldat brûlé. Il y a eu un attentat très important contre un poste de soldats de l'armée syrienne, l'armée régulière, des appelés, des conscrits, des jeunes. Donc l'événement est très traumatisant, et l'armée syrienne envoie des renforts pour sortir ces gens-là. Et l'armée syrienne libre, donc les rebelles, sont tout autour dans la zone. Des combats s'engagent. On réagit mal, nous, l'ONU. Alors on se trouve en plein milieu de ces combats. Et dans les combats, un camion prend feu, et le soldat qui conduit le camion prend feu dans la cabine. Et en fait, ce que je raconte, c'est que je n'ai pas voulu détourner les yeux. Je n'ai pas voulu détourner les yeux. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut refuser un regard à un homme qui meurt ? Est-ce que la dernière chose que je voudrais voir, moi je ne sais pas s'il me voyait encore, je ne pense pas, mais est-ce que la dernière chose que j'aurais voulu voir, c'est quelqu'un qui se détourne, ou bien accompagner ce soldat dans la mort ? Ces questions de traumatisme, vous en avez parlé avec votre groupe, vous en avez parlé avec l'armée aujourd'hui ? Avec le groupe, oui, j'explique dans le livre que, en tout cas moi, j'essaie de me préserver, parce que j'ai déjà une expérience de toutes ces choses-là, et j'ai eu déjà beaucoup de chance une fois. Donc j'essaie de trouver des trucs et des astuces pour me préserver moi, et qui fonctionnent pour moi. Donc les gens identifient que j'ai quelques méthodes, je leur en donne. J'explique que je ne suis pas médecin. Alors les gens qui sont trop abîmés, je ne peux pas faire grand-chose pour eux. Les autres, j'essaie de leur donner quelques techniques empiriquement définies par moi. Mais c'est difficile, parce que c'est difficile d'en parler. Il faut déjà que les gens l'admettent, le reconnaissent. Ensuite, il y a une phase, non pas de déni, mais lorsque quelqu'un se dit « bah oui, j'ai un PTSD, et alors quoi ? Maintenant, j'en fais quoi ?» Donc, et puis, on était dans des situations où la douleur psychique isole. Et c'est toute la différence avec l'armée française. Vous avez des gens qui sont aguerris ensemble, qui s'entraînent ensemble, qui sont des frères d'âme, qui ont un vrai esprit de cohésion. Nous, on prenait les chocs affectifs d'une très grande violence, et la douleur psychique vous isole complètement les uns des autres.
Donc de ce point de vue, c'était assez compliqué. Et ensuite, dans l'armée française, je n'ai pas parlé de ça spécifiquement, mais c'est aujourd'hui un sujet qui est très souvent abordé dans les armées. Un groupe apparaît dans votre livre, ce sont des gens qui viennent d'Irak, ce sont des terroristes, je parle de ça parce que forcément leurs exactions sont aussi particulièrement violentes. Vous avez vu arriver Al-Qaïda ? On a vu arriver Al-Qaïda de deux façons différentes. On s'est rendu compte que dans Damas, il y avait de plus en plus d'attentats qui demandaient vraiment un courage exceptionnel. Alors, on ne savait pas que les gens se sacrifiaient, mais et c'était de plus en plus osé, de plus en plus... c'était à l'intérieur parfois des services de renseignement, c'était très, très spectaculaire. Et en fait, c'était Al-Qaïda qui arrivait et qui faisait savoir, qui faisait sa promo, en gros. Si vous voulez, on est là, on peut vous aider, etc. Et puis, l'autre façon dont on s'en est rendu compte, là, on a été deux équipes à des moments différents à être... une équipe prise en otage et une autre, la mienne, en embuscade, et on tombe sur ces gens d'Al-Qaïda. Et la première phrase que l'on entend, moi je sais tout de suite avec qui on est, puisque la première phrase que l'on entend parle de Ben Laden, de djihad international, de koufars, etc. Bon, nous égorger d'ailleurs. Mais d'habitude en Syrie, on entendait parler de la révolution, de la liberté de la Syrie. Et là, on sait tout de suite, on n'est pas très loin de la frontière irakienne, et on a très bien compris qui vient d'arriver. Et s'engage une négociation irréelle, comme un dossier dont vous discutez, pour les avantages et les inconvénients de nous égorger. Et ce jour-là, on nous a relâchés. Une toute dernière question. J'allais dire, dans toutes les guerres, il y a de la manipulation. Vous l'avez vu en Syrie. Ça vous donne aussi une lecture sur ce qui se passe par la suite, y compris ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine ? Moi, en tant que militaire, je ne suis pas tout à fait libre de mes propos et c'est tout à fait normal. Donc, je ne commenterai pas l'aspect géopolitique. Mais c'est sûr, c'est qu'il y a un effet miroir. Et je retrouve particulièrement l'aspect manipulation. Mais c'est toutes les guerres comme ça. Nous, quand on est arrivé 300 observateurs, c'est un peu l'équivalent de ce que je vois avec les journalistes en Ukraine. Vous avez la communauté internationale qui arrive, qui a les yeux qui sont là. Et on a littéralement fait exploser la violence en Syrie parce qu'on est devenu un enjeu de guerre. Et j'ai l'impression, sans y être moi-même, mais j'ai l'impression que les journalistes qui sont en Ukraine se retrouvent dans cette situation-là. Ils deviennent un enjeu de guerre. Et donc la violence augmente parce qu'il faut pouvoir montrer que l'ennemi est pire que soi. Et ça ouvre la porte à tout un tas de manipulations, de mensonges, d'exactions. Cet effet miroir-là, je pense que l'identifie en Ukraine, mais il est dans toutes les guerres. Merci beaucoup, Enora Hacham, pour avoir répondu aux questions de France 24 et bonne suite de programme sur notre chaîne.